l'hôpital de Cholet. Ouais. Donc, il y a eu des nouveautés, des nouvelles en 2024, puisque la personne qui s'occupait de mon dossier au Centre national de gestion, qui est en fait le ministère de la Santé, qui m'ont révoqué, Ouais. et elle a avoué sous anonymat dans la presse que Monsieur Olivier Véran, qui était l'ex-ministre de la Santé, et Madame Agnès Firmal-Baudot, qui est pharmacienne d'officine, députée et ex-ministre de la Santé, eh bien, ce sont les deux personnes qui ont mis des pressions répétées sur le Centre national de gestion pour que ce dernier me révoque. Et ensuite, j'ai aussi eu, donc quand j'ai été révoqué, juste après, l'Ordre des pharmaciens, qui ne m'a jamais inquiété, a reçu une lettre de ce même Centre national de gestion avec copie au ministre de la Santé et à Madame Agnès Firmal-Baudot. C'était une injonction, comme une injonction à l'ordre, du style nous on l'a révoqué, vous qu'est-ce que vous faites? Donc dans la semaine qui a suivi, j'ai été poursuivi par la première instance, la section H de l'Ordre des pharmaciens, sans respect d'aucune procédure. J'ai été sanctionné par non pas par une radiation, mais par une interdiction temporaire de 3 ans dans un an avec sursis, donc 2 ans ferme. Et donc j'ai fait appel. Donc l'audience, elle a eu lieu le 12 novembre. L'audience, elle a eu lieu le 12 novembre 2004. Eh bien, figurez-vous que en première instance, le rapporteur n'a fait état d'aucun argument en défense que j'avais présenté. Là, j'ai un rapport qui a été présenté publiquement à l'audience du rapporteur du Conseil national qui leur a déroulé la longue liste des irrégularités, aussi bien sur la forme que sur le fond, de la procédure. Et donc, je ne vous raconte pas l'ambiance le jour de l'audience. J'ai bon espoir que si le droit est appliqué, en tout cas cette consoeur qui a présenté ce rapport, elle n'a pas fléchi. Et donc voilà. Donc ça c'est pour l'ordre. Et puis parallèlement à ça, j'avais trouvé un poste dans une clinique privée. Dans un grand groupe, ils m'avaient vraiment bien accueilli. Et je leur avais fait part de mon procédure auprès de l'ordre. Et ils avaient écrit à l'ordre. L'ordre leur a répondu, c'était début 2024, et leur a répondu qu'ils pouvaient me prendre, que l'appel est suspensif, donc je pouvais travailler. Et 2 mois après, marche arrière de l'ordre, et donc ils ne voulaient plus me délivrer mon attestation de réinscription. Et donc j'ai perdu encore un deuxième poste. Donc en fait, j'ai exécuté ma peine. En fait, bientôt j'aurais fait mes 2 ans alors que j'avais le droit de travailler. Et hier, je reçois, alors que j'étais interdit, alors que je ne pouvais pas travailler ni en 2023 ni en 2024. Hier, je reçois une mise en demeure par un commissaire de justice qui a été mandaté par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour que je paye ma cotisation pour l'année 2023. Alors que vous êtes radié. Alors qu'en fait, étant donné que je ne travaillais plus à l'hôpital de Cholet, automatiquement, je ne figure plus sur le tableau de l'ordre. Et donc là, il me demande de payer ma cotisation. Donc voilà. Donc, j'aurais envoyé un mail hier en disant il faudrait qu'ils mettent un peu d'ordre et qu'ils cessent le harcèlement moral qui continue. Et quand le CNG a avoué dans la presse en janvier 2024 les pressions subies par le CNG pour me révoquer, eh bien, le lendemain, le procureur de la République a relancé l'enquête sur l'harcèlement moral et j'ai été entendu par le service de police judiciaire et l'enquête, je sais qu'elle continue, puisqu'il y a des syndicats des médecins un syndicat des médecins qui m'avait défendu. Il a été appelé pour témoigner aussi. Donc, il y a en qualité de victime, Amine. Hein. Donc là, c'est en qualité de victime. En qualité de victime. Parce qu'en fait, moi, le procureur de la République m'avait reçu suite à mon alerte qui date de 2021. Depuis 2021, ce que tout le monde découvre aujourd'hui, et j'ai entendu notamment le professeur Didier Raoult qui a parlé des problèmes de composition. Il
il y en a qui ont découvert les problèmes sur les essais cliniques. Il faut Mm. savoir que tous ces éléments-là, je les avais transmis dans une alerte, Ouais. aussi bien au tribunal administratif de Nantes en 2021 qu'au procureur de la République. Mm. Alors, il faut savoir que le procureur de la République, il avait transmis le dossier, il avait vérifié, puis après a transmis le dossier au pôle santé à Paris, Mm. et puis après, il n'y a rien qui a bougé. D'accord. Mm. Donc, en fait, là, là, en fait, les choses se relancent avec tout ce qui sort en France et à l'étranger. Donc, en fait, comme je vous l'avais dit, hein, mes alertes, Ouais. je me base toujours sur la grille de lecture des dossiers qui nous a été enseigné et qu'on a pratiqué pendant des décennies dans notre cadre professionnel pour évaluer un médicament. Et en fait, voilà, toutes mes alertes se sont toujours vérifiées. Et j'aurais souhaité vous dire que je me suis trompé, mais ce n'est pas le cas, malheureusement, pour les victimes des effets indésirables. Oui, parce qu'il y a la question aussi, Amine, et vous l'avez dit, et vous êtes spécialiste de ça, de la pharmacovigilance, parce que c'est ça, la réalité de l'histoire, c'est la pharmacovigilance qui pose En fait, problème. C'est l'état de la pharmacovigilance en France aujourd'hui qui pose un véritable problème, non? en fait, on a criminalisé Mm. le devoir d'information qui passe sur le médecin, sur le médecin et pharmacien. On a transformé, donc on a criminalisé le devoir d'alerte. Mm. On a réprimé les opinions minoritaires, Mm. même si je pense qu'on n'est pas vraiment dans la minorité. Mais il y a une majorité silencieuse qui savait et qui n'a rien dit pour des raisons multiples. Mm. Et on a fait de la pharmacovigilance un délit. Mm. Donc, vous avez les conséquences aujourd'hui. Et on n'est qu'au début. Je vous cite un exemple. Oui. Mm. Les troubles cardiaques, les myocardites et les péricardites, Ouais. on les a identifiés en pharmacovigilance dès début 2021. Ah oui. Ouais. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, les a publiquement reconnus dès juillet 2021. Ouais. Donc, c'est quand même l'autorité qui le reconnaît. Mm. On a fait quoi après juillet 2021? En août, on a rendu le vaccin obligatoire. Mm. Et puis, 3 ans après, lors de la mise à jour de l'autorisation de mise sur le marché, le fabricant, donc je prends l'exemple du vaccin des laboratoires BioNTech Pfizer, donc le fabricant lui-même, les autorités sanitaires, ils ont intégré ces myocardites et péricardites dans l'autorisation de mise sur le marché. Mm. Donc, du moment qu'elles sont intégrées dans l'autorisation de mise sur le marché, il n'y a plus, l'imputabilité bibliographique, elle est maximale en pharmacovigilance. Ouais. Et dans l'AMM, il est indiqué qu'il y a un risque accru de myocardite et de péricardite, notamment chez les jeunes, et que des cas, elles ont évolué de façon favorable, mais qu'il y a des cas qui ont conduit les jeunes, notamment en soins intensifs, et il y a des cas qui ont eu une issue fatale, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné le décès. Et donc, c'est expressément mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché que tout le monde peut aller lire, puisque c'est publié sur le site de l'ANSM et de l'Agence européenne du médicament notamment. Mais comment on explique, Amine, et merci d'être là ce matin, et merci à vous de nous donner des informations, comment ça se passe à l'étranger? Maintenant, on a du recul là-dessus. Est-ce que c'est... j'ai quand même l'impression, en lisant un peu la presse à droite à gauche, qu'à l'étranger, les informations sont sur le devant de la scène publique. En France, on a l'impression qu'il y a une omerta, mais alors il y a une façon de mettre tout ça sous le boisseau qui me sidère en quelque sorte, moi. Bon, moi, je n'ai pas d'explication, excepté que peut-être ça pourrait être une fuite en avant, puisque les personnes, les entités qui sont dans les organes de presse traditionnels dominants, qui ont diffusé des informations inexactes, en tout cas, du moins, ils n'ont pas donné la parole aux voix divergentes. Ils ont commencé au début à le donner, puis d'un seul coup, ils ont cessé de donner la parole à des voix divergentes. Donc, eh bien, ils ne vont pas s'auto-dénoncer maintenant. Quoique, on voit apparaître certains articles, par exemple dans le Figaro récemment, qui a titré que les victimes sont face à un mur
Oui, oui, c'est vrai. Mais dans Ouais, l'article, quand vous lisez l'article, ouais, il y a du chaud et du froid. ouais. Et il y a toujours ces phrases que le vaccin a sauvé des millions de personnes, Hmm, alors que l'enquête de hmm, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques hmm, qui a été publiée, donc le rapport a été publié en juin 2022, on hmm, peut lire que l'essai clinique n'a apporté la preuve d'une efficacité ni sur la transmission virale, hmm, ni sur les formes graves. L'efficacité sur les formes graves, il a précisé que ça n'a été apporté que lors d'études observationnelles, ce hmm, qu'on dit en vie réelle. Et dans la phrase suivante, l'OPEX précise que les autorités sanitaires considèrent ces études observationnelles comme hmm. étant de faibles niveaux de preuve. Ouais. Hmm, Voilà. hmm. Et que les victimes, les personnes qui s'estiment victimes d'effets indésirables, elles ont été, je cite, trop marginalisées. Donc il y a beaucoup d'informations dans ce rapport et qu'en fait, hein, il l'écrit par exemple à propos du vaccin AstraZeneca dont on a fait la promotion depuis le début. Hmm. Il écrit qu'en fait, euh, dès que les États ils ont commencé à faire de la transparence sur la pharmacovigilance concernant ce vaccin, Ouais. eh Hmm, bien ce vaccin il a été peu utilisé après. Et hmm. comme vous le savez, depuis mai, je crois, depuis mai 2024, le fabricant il a retiré le produit du marché. Ouais. Hmm, Donc, euh, donc, si vous voulez, on a une chronologie qui hmm. atteste qu'on savait tout depuis le début Ouais. et que maintenant, j'ai envie de dire, voilà, moi, je suis passé à autre chose. Hmm, Euh, voilà, je vous remercie de votre invitation. Bon, je vous dis J'ai tellement d'informations nouvelles que je ne peux pas vous faire. ouais. euh, Tout a été confirmé, en fait. Ouais. Même la haute autorité de santé, elle est Hmm, venue dire en 2023 ce que M. Véran nous a dit dès le début, hein, dès l'année 2020, hmm. c'est-à-dire qu'il y a une petite partie de la population Ouais. qui pouvait voir sa vie engagée à cause de la Covid-19. Hmm. Donc en 2023, la haute autorité de santé nous dit qu'il n'y a que 20% de la population qui pouvait risquer d'être hospitalisée. Hmm. Ouais, c'est assez dingue. Et pour revenir aux médias, et après on va continuer à en parler. Merci d'être là, Amine Oumine, ce matin, à nous accorder cette interview. Et il y avait quand même cette déclaration, rappelez-vous, chez nos confrères de CNews, de Geoffroy Lejeune notamment, qui disait que, vous savez, sur la transmission, que le vaccin protégeait la transmission, il a quand même dit, on savait que ce n'était pas vrai, mais c'était interdit de le dire. Donc effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de trucs, mais il y a petit à petit, au fur et à mesure des mois, il y a quand même des gens qui commencent à lâcher des trucs sur les plateaux. D'ailleurs, cette séquence a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Et c'est normal, c'est légitime quand même qu'un journaliste avoue en direct en plateau que finalement il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de dire, parce que c'est ça la question, pas le droit de le dire. Donc c'est pour ça aussi qu'on comprend mieux aujourd'hui avec du recul ce que nous avons vécu d'absolument. Je pense que c'est une régression médicale. Enfin, vous êtes spécialiste vous, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est une régression médicale et qui en plus, à mon avis, a éloigné pas mal de monde à juste titre d'une vaccination, je veux dire, traditionnelle. Voyez, c'est l'analyse que je porte, Amine. Est-ce que vous la partagez ou pas, finalement? Ça a créé une méfiance maintenant aujourd'hui pour la vaccination Ben, moi, je l'avais traditionnelle. Hein. annoncé dès le début, hein, si vous Ouais, reprenez mes conférences, dès le début, ouais, j'avais dit qu'on risque de porter atteinte oui, à la réputation et au principe de la vaccination lui-même ouais. et à la crédibilité des autorités, Ah, oui. des autorités sanitaires et politiques. Et je Mm. vous renvoie à la conférence qui a duré quasiment 3 heures Ouais. sur France Soir Mm. avec M. Hazelberg, que je remercie On au salue, passage. bien sûr, l'ami Xavier Azalbert et François. Voilà. Mm. Et si vous voulez, en 2023, juste après ma révocation, Mm. donc vous avez par exemple le Conseil d'État qui est Mm. venu donner raison à un confrère pharmacien d'officine Mm. et il a annulé la circulaire, l'instruction d'octobre 2021 Mm. de M. Olivier Véran qui concernait le contrôle de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé libéraux. Mm. Mais ce pharmacien, 3 ans, 2 ans après, il a été ruiné. Mm. Et regardez juste le tweet de M. Aurélien Rousseau, qui est ministre de la Santé, qui était Mm. ministre de la Santé, le 7 décembre 2023. C'est quand même incroyable. Dans ce tweet, le ministre, en personne, publiquement, il écrit
que les restrictions, que je cite, hein, en parlant de la vaccination Covid et la vaccination grippe, il écrit que dire aux gens comment ils doivent vivre, les restrictions et les obligations ne relèvent pas de la santé publique. Ouais. Donc c'est incroyable. Donc, et s'ils ne relèvent pas de la santé publique, de quoi ils relèvent alors? Donc moi, les écritures que j'ai transmises aux différentes autorités, aux procureurs, au tribunal administratif, à l'ordre des pharmaciens, eh bien, j'ai mis les textes, par exemple, qui concernent le charlatanisme, et j'ai démontré par les faits que le charlatanisme ne se trouve pas de mon côté. Voilà. Parce que ça a été les accusations aussi qui ont été portées vers… Ils n'ont jamais osé m'accuser de charlatanisme. Oui, mais vous avez raison, Amine, de le préciser, mais c'est vrai que ça a été beaucoup entendu sur certains plateaux télé, quand il a été question de l'hydroxychloroquine et tout. Ça a été quand même des accusations qui ont été balancées à droite à gauche sur plusieurs, on va dire, spécialistes de la santé. L'équation est très simple. J'ai mis les textes du Conseil, donc du Code santé publique, qui figurent dans le Code déontologie des médecins et dans le Code déontologie des pharmaciens. J'ai mis ce que ça veut dire le charlatanisme et j'ai comparé avec ce que disent les uns et ce que disent les autres et je leur ai laissé conclure quels sont les vrais charlatans. Voilà. Et de la même manière, j'ai mis les textes relatifs à l'obligation d'information, le devoir d'alerte. Par exemple, il faut savoir que dans la loi qui protège les lanceurs d'alerte de 2016, qui a été renforcée en 2022, cette loi prévoit que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou être directement impliqué dans les faits. C'est comme ça que c'est marqué dans la loi sur les lanceurs d'alerte, sur la lutte contre la corruption, la transparence, etc. Donc c'est prévu et c'est pour ça que les lanceurs d'alerte doivent être protégés, comme cela a été rappelé en novembre 2023 par le Conseil d'État lors de l'avis qu'il a donné sur l'article 4 relatif à la lutte contre les pratiques, les dérives sectaires. Donc, le Conseil d'État, voilà. Donc, si vous voulez, il s'est passé beaucoup de choses, parce que je crois que ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé dans les médias, mais il s'est tellement passé beaucoup de choses que je peux vous affirmer qu'il y a un vent qui a tourné, donc le sens du vent, maintenant, il a complètement changé, et qu'on voit les suiveurs qui essaient de rattraper le wagon, mais plus ou moins honnêtement, mais je pense qu'il devrait vraiment, moi je pense qu'il devrait se mettre à l'évidence et à minima d'avouer leurs erreurs et leurs erreurs d'appréciation et de présenter leurs excuses aux gens qui ont été maltraités, et c'est peu dire, donc aussi bien aux professionnels de santé qui ont été maltraités, et surtout aux personnes qui maintenant présentent, pour celles qui sont encore vivantes, présentent des dommages corporels qui sont blessés. Oui, vous avez dit. Il y a et en parlant de ça, il faut savoir que c'est récent. Il faut savoir que, par exemple, Maître Thomas Benagès, avocat, il représente les victimes des effets indésirables et il m'a sollicité justement pour qu'on puisse combiner nos compétences respectives pour aider les personnes qui sont blessées. Alors, merci Amine Lully. Je reste encore 5 petites minutes avec vous. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Toxin ce matin. Pour ceux qui viennent d'arriver ce matin, pour les petits retardataires de la matinale Toxin, on vous excuse bien entendu, mais je reçois Amine Lully, docteur en pharmacie, juriste en droit de la santé. Et récemment, Amine, vous vous êtes lancé comme conférencier et je suis persuadé que ça va passionner ce matin nos téléspectateurs parce que vous vous êtes dit, je vais faire des conférences pour essayer à un moment donné de faire de la pédagogie auprès du public, donc les téléspectateurs de Toxin qui sont là ce matin, qui sont là tous les matins de la semaine. Comment ça se passe? Pourquoi vous avez créé ces conférences, Amine? Et qu'est-ce qu'on y dit? Qu'est-ce que vous dites développer? Et qui peut venir aussi à ces conférences? En fait, j'ai créé un blog qui s'appelle NHDEUM, NHDEUM. Vous avez le pourquoi de cette activité. Et vous avez la liste des conférences ateliers. Ce sont des conférences et ateliers pratiques. D'accord. Qui sont destinés à toute personne
Aucun diplôme n'est exigé. J'ai déjà apporté la preuve lorsque je faisais les conférences dans les locaux de l'hôpital depuis l'affaire Levothyrox que je suis capable, et ça a été reconnu par les autorités. J'ai tout un paquet de remerciements. D'ailleurs, j'ai mis des extraits sur le blog. Vous verrez les autorités, tout ce qu'ils m'ont envoyé comme remerciement de ma capacité pédagogique. Donc, j'arrive à transmettre des notions complexes à des personnes qui ne sont pas diplômées. Parce que souvent, ces personnes sont dotées d'un bon sens vraiment aigu. Et donc, toute personne est capable de comprendre quand on leur explique des choses compliquées de façon simple. Et donc, en fait, moi, voilà, ce n'est pas des conférences qui concernent des sujets à controverse. C'est vraiment leur transmettre, le but, c'est de leur transmettre un savoir-faire que je sais faire, partager des connaissances que j'ai, les inviter à la réflexion et surtout leur transmettre des outils simples, pratiques, qui les permettent de les rendre plus autonomes et de savoir lire de façon critique des documents qui concernent, par exemple, les produits de santé et notamment les médicaments. Et donc, en fait, le but, je me suis fixé, donc le but, c'est de les amener, par exemple, à savoir lire ce qu'on appelle le résumé des caractéristiques du produit, qui est l'annexe 1 de l'autorisation de mise sur le marché, qui est un petit peu plus technique que la notice du médicament. Et donc là, j'ai déjà commencé à avoir des retours positifs de la première conférence. La première conférence, d'ailleurs, il y a des séances qui sont prévues à distance. Pour l'instant, je l'ai fait en présentiel, parce que je voulais vraiment faire que du présentiel. Mais j'ai tellement eu de demandes qu'il y a des gens qui sont loin et qui aimeraient bien avoir assisté à ces... Même à l'étranger, j'ai eu des inscriptions de l'étranger. Donc en fait, j'étais obligé de me mettre un petit peu, parce que je ne suis pas très bon en informatique, moi. Donc j'étais obligé d'apprendre comment faire des visios, tout ça. Et donc là, en décembre, je vais faire des séances. Et la première séance, on commence par qu'est-ce qu'un médicament, qu'est-ce qu'un dispositif médical. Ça a duré plus de 2 heures. Normalement, c'était prévu pour 2 heures, mais tellement les échanges étaient riches que ça a duré plus de 2 heures, quasiment 2h30, 3h moins quart. La deuxième séance, ça va être comment agir un médicament. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la pharmacodynamie. Ensuite, la troisième, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la pharmacocinétique, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que devient un médicament, qu'est-ce que le corps humain fait au médicament, comment il va le transformer, comment il va l'éliminer. Et puis ensuite, on va aller sur les interactions entre les médicaments, les aliments, les médicaments entre eux, les médicaments et les plantes. Et puis, petit à petit, lorsque le public va acquérir un minimum de langage technique et de compétences, eh bien, on va aller dans du sujet, par exemple, sur les médicaments chez la femme enceinte, la femme qui allait, chez l'enfant, les médicaments pédiatriques, les médicaments chez les personnes âgées. Et puis, plus ça va aller, je vous dis, plus on va monter en complexité un petit peu, sachant qu'à chaque fois, je leur donne des exercices à faire. Et les gens ils sont très contents. Et en fait, moi, j'ai toujours intéressé à cette interaction entre les professionnels et le public, parce que je considère que les connaissances que l'on a acquises lors de notre formation, elles n'ont de sens que s'ils ne rentrent en interaction et en symbiose avec ce que les gens ont d'eux-mêmes, ont de ce domaine, et ce que les gens ont de la réalité de leur vie. En fait, j'essaie de créer cette interaction entre ces deux compétences, celle du professionnel et celle de l'expérience que toute personne a. Et à partir de cette interaction, il y a de nouvelles compétences qui se créent. Et en fait, ça améliore les rapports et les relations humaines. Bon, en tout cas, c'est très intéressant, mon cher Amin Omlil. On arrive à la fin de l'entretien. Vous pouvez nous rappeler le blog pour que nos téléspectateurs puissent aller y jeter un coup d'œil en fait, c'est NHDEUM.blogspot.com. Voilà. D'accord.
Ok. Bon, bien, on va bien entendu mettre ces références-là. Merci beaucoup, Amine Oumeline, d'être venu ce matin sur Toxin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, vous êtes docteur en pharmacie, juriste en droit de la santé et depuis peu conférencier. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, si vous le souhaitez, allez vous renseigner sur les conférences d'Amine Oumeline et y participer une nouvelle fois si vous le souhaitez.